Chers amis, bonsoir. Alors, je vous prie d'excuser Bertrand qui a de bronchite. Rassurez-vous, tout va bien. Il est juste aphonique pour des raisons évidentes. Il a préféré ne pas venir pour éviter de devenir contagieux. Ce soir, nous recevons Jean-Clément Martin pour son dernier livre, Les Vendéens. Cher Jean-Clément Martin, je vous laisse nous faire une conférence de 45 minutes et puis on enchaînera sur les questions si vous acceptez. Bon, c'est à vous. Merci beaucoup de votre invitation. Je salue Bertrand que je pense être devant moi. Et je regrette bien sûr de ne pas le voir. Je le remercie vraiment de cette invitation qu'il m'avait faite il y a déjà quelques mois. Alors, je vais d'abord commencer par vous contredire quand même. Ce n'est pas le dernier, parce que le dernier c'est celui-là. Bon, voilà, qui est paru il y a un mois à peu près, et qui s'appelle tout simplement Penser les échecs de la Révolution française. Bon. Et donc, ce que j'ai décidé, sans le dire à Bertrand, mais je ne pense pas que ça a été une raison de son absence, que je n'allais pas vous parler seulement du livre précédent, donc, qui s'appelle tout bêtement Les Vendéens. Les Vendéens, ça a été publié au PUF, et Penser les échecs de la Révolution, c'est publié chez Talandier. Parce que, en définitive, les deux livres sont liés. Et qu'il m'a semblé préférable d'expliquer ce que je faisais avec les Vendéens en mettant ce petit livre dans l'espèce d'essai de synthétique que j'ai fait avec l'autre, le tout dernier, Penser les échecs de la Révolution française. Parce que ce que je voudrais vous dire tout de suite, et je ne veux pas vous décevoir, si vraiment vous attendiez quelque chose, dites-le moi, et puis on s'arrêtera tout de suite. Mais je n'ai aucune envie, bien sûr, de vous raconter la guerre de Vendée une nouvelle fois. Ça n'a rigoureusement aucun sens. Bon. En revanche, ce sur quoi je voulais insister, c'était sur le point de vue que j'ai adopté pour ce livre au PUF, qui insiste sur un point extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il y a bien eu la constitution, et il y a encore la constitution de groupes qui se reconnaissent comme vendéens et qui sont compris comme vendéens. On ne rentrera pas dans la définition, hein. On en parlera si vous voulez, mais au moins vous accepterez de penser que le mot vendéen, même indéfini, a du sens aujourd'hui. On est le 30, dans 8 jours, vous n'êtes pas sans savoir le 8 qu'il y aura la projection dans une salle des Champs-Élysées d'un film sur Charette. Donc les Vendéens pourront se compter éventuellement. Donc il y a bien eu la formation d'un groupe de Vendéens qui se revendiquent encore aujourd'hui comme tel. Mais ce que je propose depuis maintenant, j'ai un peu honte de le dire, 30 ans, et que je retravaille continuellement, parce qu'en définitive, c'est jamais si simple qu'on croit, avec l'idée bête que ce groupe des Vendéens est né tout simplement d'une guerre inventée, et là je pèse les mots, d'une guerre inventée par les révolutionnaires, d'une guerre que les révolutionnaires se menaient entre eux, et que c'est précisément cette guerre interne aux révolutionnaires qui a transformé une révolte toute bête, si j'ose dire, c'est pas du tout un jugement, une révolte comme il y en avait beaucoup, en guerre, et que ça a donné la naissance à cette espèce de catastrophe qui est vraiment une catastrophe. Dans les années 1793-1794, dans le sud de la Vendée, dans le sud de la Loire, pardon, dans ce qu'on a donc appelé la Vendée, et qui a eu comme conséquence de provoquer la mort, on ne sait pas trop, mais d'à peu près 200 000 hommes. Bon. Mais la question essentielle, et c'est par là que vraiment je veux commencer, et c'est là-dessus que je terminerai bien sûr, la question essentielle, ce n'est surtout pas de chercher à savoir ce qui prédéterminait, ce qui éventuellement avait annoncé ce qu'on a appelé la guerre de Vendée. Est-ce que les Vendéens étaient différents des autres? Est-ce que les Vendéens avaient des revendications royalistes, religieuses, tout ce qu'on veut?
Il me semble que prendre le problème comme ça, c'est ne rien y comprendre, qu'il faut le prendre vraiment comme je viens de vous le dire. Qui a provoqué ce qu'on a appelé la guerre de Vendée? Qu'est-ce que cette dénomination de guerre de Vendée a engendré la catastrophe dont je viens de parler? Et puis, pour aller tout de suite, je dirais, au bout de mon raisonnement, ce que je viens de vous dire là, je le considère comme un des échecs de la Révolution française, donc qui participe des 6 échecs que j'ai recensés, en disant qu'il y en avait bien d'autres, dans le livre de chez Talandier, et un échec d'autant plus douloureux que c'est un échec qui est, en quelque sorte, difficile à dire, difficile à accepter, qu'encore aujourd'hui, ce que je viens de vous dire comme ça, bêtement, que la guerre de Vendée est bien une invention de cette guerre civile entre révolutionnaires, vous ne hurlez pas, vous êtes bien assis et puis vous êtes bien élevé, mais je sais qu'un certain nombre de gens me considéreront, quand je le dirai encore une fois, comme vraiment soit un révolutionnaire complètement fou, soit comme un contre-révolutionnaire encore plus fou. Bon. Et que c'est bien ça, le cœur des choses pour moi, c'est qu'il est... Alors vous allez me pardonner aussi, vous allez me penser vraiment que je suis vraiment fou. Ma conviction est de dire qu'il faut tout simplement refaire l'histoire. Revenir à l'histoire, revenir à l'érudition et revenir à ce qui s'est passé. Et qu'on arrête un peu de temps en temps de continuer à ressasser toujours les mêmes vieilles lunes et de reprendre des combats qui sont tout simplement désavoués parce qu'on trouve en définitive, dans les archives, dans les journaux, dans les livres, et qu'il suffit tout simplement de refaire de l'histoire. Alors, introduction qui peut vous paraître un peu longue et un peu trop programmatique, mais j'assume quand même. Je reviens sur les Vendéens d'abord, j'y consacrerai 20 minutes, et puis, ou 25 minutes, et puis le dernier temps, je vous parlerai des autres échecs pour bien mettre tout ça dans une perspective globale. Je reviens sur le début. Je reviens sur le début qui part tout simplement du moment où l'on va dire qu'il y a une guerre de Vendée. Ça va paraître complètement bête, cette histoire-là. En fait, c'est ça le fond de l'histoire. C'est que si vous savez évidemment ce qui s'est passé pendant la Révolution, et je n'ai aucun scrupule à aller très vite avec vous. Vous savez bien qu'il y a eu des révoltes rurales, paysannes, appelons ça comme on voudra, depuis 1788, 1789, qu'on a appelé ça éventuellement la Grande Peur, au mois de juillet 1789, qu'il y a eu ensuite des révoltes dans toute la France, en 1790, en 1791, et qu'en 1791 et 1792, il y a eu des révoltes de paysans qui réclamaient des avantages à la Révolution, et il y avait des paysans qui, en 1792, réclamaient qu'on rétablisse le clergé comme il était avant 1789. Bon, il y a ces révoltes qui grondent dans toute la France, et que, on passe vite, et que en 1793, parce que la Révolution, la Convention, dirigée à ce moment-là par les Girondins. Je ne rentrerai pas dans le détail Girondins montagnards, on en parlera après si vous voulez, mais ce n'est pas l'essentiel pour l'instant. Donc, en 1793, parce que la France est assiégée sur presque toutes les frontières, la Convention décide donc de lever 300 000 hommes qu'on doit envoyer aux frontières. C'est-à-dire que, très concrètement, chaque canton doit envoyer quelque chose comme 20, 50 ou 100 hommes qu'on enverra aux frontières. Et ça soulève dans, je dirais, un bon quart de la France, et peut-être même plus que ça. Ça soulève des protestations extrêmement importantes pour aller vite. C'est tout l'Ouest qui se soulève, c'est-à-dire
de la Vendée, ou très exactement au nord de La Roche-sur-Yon, pour les gens qui connaissent bien, à partir de Cholet jusque dans la Normandie, jusqu'aux abords du Mans. Donc tout cet ouest-là, breton, normand et sud de la Loire, que je n'appelle pas vendéen bien sûr, parce que ça concerne aussi une partie des Deux-Sèvres et une partie du Maine-et-Loire, se soulèvent, comme se soulèvent des paysans alsaciens, comme se soulèvent épisodiquement des paysans autour de Lille, comme se soulèvent dans les mois qui suivent des paysans autour de Mende, et puis se soulèveront aussi des paysans sur la bordure du Massif central, voire du Pays basque plus loin. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, ces gens-là? Ils ne veulent pas envoyer leurs enfants se battre aux frontières, et ils veulent surtout que le contrôle introduit par la Révolution, notamment depuis 1792, s'arrête, ce contrôle administratif, le contrôle politique par les villes, et qu'on leur laisse la liberté de culte avec les curés traditionnels qui n'ont pas prêté serment à la constitution civile du clergé et qui vivent à ce moment-là dans la clandestinité. Donc on a là un gigantesque mouvement de révolte. Quand je dis gigantesque mouvement de révolte, je n'exagère pas, parce qu'il y a des bandes armées qui circulent immédiatement. On est à partir de février-mars 1793, et dans toute cet ouest-là, et ces bandes armées ne sont pas très nombreuses, sauf qu'elles contrôlent les campagnes. Elles vont les contrôler pendant, grosso modo, un mois, mais ce qui va se produire, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que au nord de la Loire, pour des raisons qui sont purement militaires, stratégiques, parce qu'il y a la présence d'armées, de généraux qui organisent vraiment des troupes présentes, ces bandes sont réduites immédiatement. Enfin, immédiatement, au bout d'un mois. Il faudra un mois, mais à la mi-avril, l'affaire est réglée en quelque sorte. Bon. En Alsace, les paysans vont éventuellement s'enfuir, mais de toute façon, là aussi, il y a des troupes suffisamment nombreuses. Et au sud de la Loire, tout bêtement, les troupes ne sont pas nombreuses, sont mal commandées, et le comble, c'est que ces troupes sont commandées par des gens qui s'appellent des Girondins, en fait. Bon, pour l'instant, ça ne dit rien, mais ça va devenir essentiel dans 5 minutes. Parce que ce qui se produit dans le sud de la Loire, alors dans le département appelé Vendée, puisque au sud de la Loire, il y a la Vendée, il y a le Maine-et-Loire, le sud bien sûr de la Loire inférieure, qu'on appelle Atlantique maintenant, le sud du Maine-et-Loire, et puis ça jouxte bien sûr les Deux-Sèvres. Dans le département et dans toute cette zone-là, il y a des bandes. Mais le 19 mars, très exactement 1793, alors qu'il y a des émeutes dans cette zone-là, comme partout ailleurs. Je le redis encore, que ce soit bien clair. Le 19 mars, il y a tout simplement une bande qui va se retrouver face à face avec des troupes, 3000 hommes à peu près, qui sont partis de La Rochelle, qui n'ont pris aucune précaution parce qu'ils étaient absolument persuadés qu'ils seraient vainqueurs de toute façon. Le résultat, c'est qu'ils sont battus et qu'il y a une défaite importante au sens où sur le terrain, c'est rien, c'est une petite armée de 3000 hommes qui tout simplement prend peur et qui s'enfuit devant 2 ou 3000 paysans en armes. Et c'est en quelque sorte, techniquement, tactiquement, c'est rien. Ça aurait pu être réglé au bout de 15 jours, 3 semaines plus tard. Sauf que, deux conséquences, les hommes battus vont refouler sur Niort, sur Poitiers, sur La Rochelle et annoncer qu'il va y avoir l'arrivée de contre-révolutionnaires et que ces gens sont dangereux. La deuxième chose, encore plus importante, c'est que quand la nouvelle arrive à Paris portée par des révolutionnaires montagnards qui avaient été envoyés sur place, que ces révolutionnaires montagnards traduisent en quelque sorte cette défaite à la Convention en disant qu'il n'y a pas d'étonnement à avoir. Cette armée partie de La Rochelle était commandée par des Girondins,
que ces Girondins étaient amis avec Dumouriez, qui est en train de trahir, tout le monde sans doute un petit peu, sur la frontière avec la Belgique. Donc, que les Girondins sont des traîtres, qu'il y a bien non pas une simple révolte, mais vraiment un risque de sédition, et qu'à partir du 23 mars, très exactement, quand il y a un débat à la Convention, les montagnards, qui ne sont encore pas au pouvoir, vont accuser les Girondins de n'avoir pris que des, je cite, demi-mesures, et vont parler de guerre de Vendée des départements circonvoisins. Bon, vous admettrez évidemment que guerre de Vendée des départements circonvoisins, c'est beaucoup trop long même pour moi, et qu'ils ont commencé déjà à abréger tout ça. Au bout de 3 jours, on disait guerre de Vendée. Non. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on donne un nom, et ce nom est important. Est-ce que vous connaissez pendant toute la Révolution des soulèvements qui sont devenus une guerre? Jamais. Il n'y en a pas. La chouannerie qui va commencer en 1994, qui va se terminer en 1804 ou peut-être en 1820 ou peut-être même en 1830, n'a jamais été appelée guerre. Tout simplement, tous les bouleversements absolument catastrophiques qui se produisent dans la vallée du Rhône, de Lyon, grosso modo jusqu'à Toulon, n'ont jamais été appelés guerre. Et ça dure, là aussi, jusqu'en 1815. Bon. Ce qui se produit, par contre, à partir de mars 1793, c'est que depuis Paris, on décide qu'il y a une guerre dans le sud de la Loire, qu'on appelle Vendée. On ne décidera jamais jusqu'où la Vendée va. Ça, c'est aucune importance. En revanche, ce qui est décidé immédiatement, et c'est essentiel à comprendre, c'est qu'on va considérer la Vendée comme l'ennemi public numéro 1. Et on fait, c'est pas moi qui l'invente, on dit immédiatement que ce qui se passe en Vendée, c'est l'équivalent de ce qui se passe à la frontière avec la Prusse, avec l'Allemagne, notamment Coblence, où il y a bien sûr à ce moment-là le comte d'Artois. Et donc il y a 2 ennemis graves, 2 ennemis publics importants, essentiels, Coblence à l'extérieur, la Vendée à l'intérieur. Et donc, en conséquence, on va décider, ça c'est une invention qui est absolument extraordinaire, que comme il s'agit de l'ennemi public numéro 1, on enverra des troupes qui seront prises dans tout le pays, qui seront prises dans tous les bataillons et qui seront envoyées en Vendée pour affirmer l'unité de la nation contre l'ennemi public numéro 1 intérieur. Bon, si vous avez fait votre service militaire ou si vous avez le minimum de connaissances d'une armée, est-ce qu'on fait une armée de briques et de broc avec des gens qui viennent de tous les horizons possibles, avec des gens qui ne parlent pas la même langue? Qu'est-ce qu'il y a entre un Strasbourgeois et un Marseillais? Bon, ça pose quand même des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a entre des gens qui viennent de bataillons girondins, d'autres qui vont venir de bataillons sans culottes, d'autres qui viendront de bataillons montagnards, d'autres qui viendront tout simplement pour voler, pour piller, pour violer? Bon, rien. Bon, donc, ce qui se produit à partir de mars 93, et vous allez me pardonner, là je vais aller absolument extraordinairement vite, on commence la guerre comme ça. Ça veut dire qu'au bout d'un mois, cette guerre, elle est perdue. C'est-à-dire que les troupes qu'on envoie sont battues continuellement. Et que toutes les troupes qu'on envoie, en général, ça se passe toujours sur le même modèle. Quand un général est investi d'un commandement, il arrive, évidemment, il va faire des prouesses que tous les autres qui l'ont précédé n'ont pas fait. C'est normal. Bon. Donc il rentre dans le sud de la Loire, à partir de Saumur notamment, et les 3 premiers jours, il est évidemment le phénix qu'on attendait. Sauf qu'évidemment, les autres, qu'on va appeler maintenant dorénavant les Vendéens, oui, tout simplement, ils attendent que les troupes avancent. Bon, et 3 jours ou 4 jours après, la troupe, qui évidemment est venue avec des gros canons, avec des caissons, avec des bataillons qui ne sont pas d'accord entre eux, avec des soldats qui sont en rivalité, rentre dans le bocage sans précaution, tombe évidemment sur 2 ou 300, 5 ou 600, ça suffira, hommes qui savent tirer, qui lui bloquent le passage. Tout le monde s'arrête, et là, tous les autres Vendéens qui sont, on ne sait pas combien, 3000, 4000, 5000 derrière les haies,
tombe évidemment sur les soldats qui n'ont absolument rien vu, qui se débandent et qui s'en vont. Et donc, ce schéma-là va se reproduire, pour faire bref, vous comprendrez pour ça que je peux aller vite, ça se reproduit régulièrement pendant tout l'été. Du printemps 93 à l'été 1793 jusqu'en septembre 1793, ce schéma-là, grosso modo, s'applique parfaitement. Ça veut dire que les Vendéens peuvent aller assiéger Nantes. Bon, ils vont pas le prendre, et là, la ville ne sera pas prise parce qu'eux-mêmes sont divisés, mais ils seront allés jusqu'à Saumur qu'ils auront envahi, ils auront envahi Angers, ils seront allés jusqu'à Fontenay-le-Comte. Ils vont pas prendre la ville très longtemps, mais ça veut dire qu'ils se sont constitués, grosso modo, une zone de 150 km de long et de large, dans laquelle ils ne sont pas ceux qui possèdent tous les pouvoirs, mais malgré tout, une zone qu'ils contrôlent au point de s'organiser en armée, au point de lever littéralement pas des impositions, mais des ravitaillements payés avec des assignats au nom de Louis XVII, c'est-à-dire d'y avoir vraiment une organisation et tout simplement une alimentation en poudre, en canon et en fusil laissée par les troupes qu'ils auront fait fuir. Bon. Et ça dure comme ça tout l'été. Ça dure tout l'été jusqu'au moment où les révolutionnaires décident d'éliminer les Girondins. On est en juin 1793, donc la Convention devient dirigée par les montagnards, et de faire une espèce d'alliance avec les sans-culottes. Quand je dis une espèce d'alliance avec les sans-culottes, très exactement, les sans-culottes imposent leur présence. Parce que cette armée qu'on envoie contre les Vendéens, c'est une armée qui se délite. C'est une armée qu'un certain nombre de généraux appellent une armée de planches pourries. Et c'est une armée dans laquelle c'est les officiers issus de l'armée de ligne, les officiers qui ont été promus parce qu'ils étaient gardes nationaux, et les officiers qui viennent de la sans-culotterie et qui ont été élus par leurs camarades, évidemment, ont des problèmes d'organisation et d'harmonisation. C'est bien qu'il va y avoir, à partir de septembre 1793, au moment le plus dur, au moment où l'effort militaire est absolument considérable, en août-septembre 1793, on peut estimer qu'il y a à peu près 600 000 hommes mobilisés en France, ce qui est quand même absolument énorme. Et je parle des hommes mobilisés. Je ne parle pas de tous les gens qui travaillent dans les charrois, des gens qui fabriquent des fusils dans Paris. Enfin, c'est une mobilisation absolument extraordinaire. Et ça repose donc là, parce que les montagnards sont tenus littéralement par la pression des sans-culottes. Ça repose donc sur cette alliance entre les montagnards les plus, en quelque sorte, déterminés, Robespierre, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, et ça repose une alliance entre eux et la sans-culotterie parisienne. Des gens que vous connaissez, c'est Hébert. Des gens que vous connaissez sans doute moins, c'est Vincent, qui est le secrétaire du ministère de la Guerre et qui, malgré son titre, est beaucoup plus important que le ministre. Bon. Et ce qui va se produire, c'est qu'en septembre, il va y avoir cette espèce d'alliance, en définitive, pour permettre de créer ce qu'on appellera la levée en masse, que les sans-culottes voulaient, et qui ne sera appliquée que pour les troupes qui iront en Vendée. Carnot, qui dirige en définitive depuis le comité de salut public les autres armées, ne veut pas entendre parler de la levée en masse, et il a raison. Mais donc, les sans-culottes réussissent à obtenir une levée en masse et vont vouloir prendre le pouvoir dans le sud de la Loire, dans ce qu'on appelle la Vendée. Et ce qui va se produire là, et c'est ça qu'il faut absolument comprendre, et je vous jure que je n'exagère absolument pas, il va y avoir une offensive coordonnée à partir de Nantes, à partir de Saumur et à partir de La Rochelle en septembre 1793. Cette offensive sera victorieuse au départ de Nantes.
lancés par des troupes qui sont liées aux montagnards, et ces troupes montagnardes ne seront pas soutenues par les troupes sans culottes parties de La Rochelle et de Saumur qui rétrogradent et qui laissent les montagnards se faire battre. C'est-à-dire qu'il y a, oui, et il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les sans-culottes, en septembre 1793, à partir de Saumur et de La Rochelle, laissent les montagnards se faire battre, ce qui explique les grandes victoires de septembre 1793 dans le cœur de la Vendée, avant qu'il y ait cette réunification des troupes autour des seuls sans-culottes. Et donc, cette bataille décisive d'octobre 1793 à Cholet, où il faut 36 heures quand même pour que les armées commandées par les sans-culottes battent les Vendéens. Voilà. Mais on est en octobre. Et à partir, ça veut dire que là, il se passe deux choses, hein. Alors, une chose sur laquelle je passe encore plus vite que tout, parce que je dirais que ça va pas être l'essentiel de mon propos, c'est que les Vendéens battus à Cholet pour une partie d'entre eux, on ne sait pas combien, hein, 60 000, 100 000, on n'en sait rien, vont aller jusqu'à Granville à la recherche des troupes anglaises. Ils échoueront, ils reviendront, ils se feront écraser devant Angers dans des conditions abominables, ils remonteront jusqu'au moment où il y a à nouveau des massacres absolument considérables, et ils finiront pour une partie d'entre eux à être battus et tués, j'allais dire exterminés, mais c'est un peu ça, autour de Savenay, au nord de Nantes, en décembre 1793. Mais donc on va, ça c'est la partie, je dirais, des Vendéens qui sont passés outre-Loire. Dans le sud de la Loire, c'est pas beaucoup mieux, puisque les troupes vendéennes qui sont restées, les armées vendéennes qui sont moins bien commandées, même si Charette à ce moment-là est toujours présent, mais il n'a pas l'aura qu'il aura quelques mois plus tard. Ces Vendéens sont soumis là aux incursions dirigées par les sans-culottes, dans des combats qui sont absolument douteux et extraordinairement mal organisés, où là encore les troupes des sans-culottes sont absolument indignes, si bien que ce qui se produit, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est jusqu'en décembre 1793, il y a cette espèce de guerre chaotique qui se déroule au nord et au sud de la Loire. Le seul résultat de tout ça, c'est qu'en décembre 1793, les sans-culottes ont fait preuve qu'ils étaient de mauvais soldats, de mauvais officiers, et que ça correspond aussi au moment où, à Paris, eh bien, les montagnards se débarrassent des sans-culottes. Je dis bien se débarrasse des sans-culottes, et Robespierre en tête, fait partie de ce moment en quelque sorte de retour politique complet, et ce qui va se traduire au début de 1794 par un événement qui est absolument essentiel, c'est qu'on va exécuter les chefs sans-culottes. Mais dès décembre 1793, les armées sans-culottes sont discréditées, les troupes sont remises sous le contrôle des conventionnels et de Carnot, et la guerre change de sens. Sauf malgré tout en Vendée. Parce que là, alors que les sans-culottes ont disparu, il va y avoir entre décembre 93 et mars 94, alors qu'il y a eu des combats extraordinairement violents, des choses absolument abominables, eh bien, il y a à nouveau une nouvelle offensive lancée par le comité de salut public au bon soin du général Turreau, à qui on demande d'exterminer les brigands de la Vendée. Je dis bien d'exterminer les brigands de la Vendée et pas d'exterminer les Vendéens, parce que c'est pas du tout l'ordre qu'il a reçu. Bon, Turreau n'est pas un bon général, ça c'est évident, et il va laisser ses troupes s'embourber dans une guerre de répression, de dévastation, parce qu'en fait c'est une guerre de terre brûlée. On veut littéralement chasser les populations qui sont là et qui, quand elles sont dangereuses, et on veut surtout brûler les réserves pour empêcher qu'il y ait le maintien de troupes armées sur place. Bon. Et c'est cet épisode qui s'appelle l'épisode des colonnes infernales
qui est un épisode qui dure donc de la fin janvier 94 au mois de mars, fin mars 1794, qui est surtout mené d'une façon abominable par 2 des 12 généraux importants que Turreau a envoyés et qui sévissent essentiellement dans le haut bocage de la Vendée, les Herbiers si vous connaissez, et puis les Mauges autour de Cholet. C'est là où les épisodes sont les pires et où il y a des dévastations qui sont absolument considérables. Combien est-ce qu'il y a eu de morts ? On n'en sait vraiment rien, même si, et c'est un élément qui vous paraîtra anecdotique mais qui ne l'est pas, même si les généraux qui sévissent tiennent le compte des ennemis qu'ils tuent. Ça veut dire qu'ils ne les cachent pas. C'est quelque chose qui a aujourd'hui une signification un peu inattendue. Bon, résultat, évidemment, que cette situation-là ne sert rigoureusement à rien. La guerre a repris et juste Charette a fait preuve de son habileté à mener une guerre de maquis, en quelque sorte, une vraie chouannerie, mais au sud de la Loire. Stofflet fait la même chose aussi, et à partir du printemps 1794, à partir d'avril 94. Quand je dis avril, la date est importante. Avril 94, c'est le moment où un certain Robespierre est en train de prendre le pouvoir au comité de salut public. C'est vraiment là où il commence à s'affirmer. On parle de paix. Les paysans vendéens ne sont plus des brigands, mais commencent à être des frères égarés, je cite, c'est pas de moi, et il y a une espèce de statu quo qui va durer en définitive, et là je vais à toute vitesse, encore plus vite maintenant, qui va durer jusqu'en février 1795. Les armées républicaines, les armées vendéennes sont incapables de gagner. C'est la guerre qui se mène et qui se mène dans des conditions moins dramatiques qu'auparavant, mais enfin quand même avec beaucoup d'incursions, beaucoup de morts. Et en février 1795, eh bien, on signe la paix avec la Vendée. La France signe la paix avec la Vendée, ce qui est invraisemblable. Bon, signera la paix d'abord avec Charette, ensuite avec Stofflet. Juillet 95, vous le savez, c'est le débarquement de Quiberon. On recommence la guerre. Et là, c'est Hoche qui intervient. Et Hoche fait une guerre de militaires. Tout simplement, sans se perdre à traquer d'autres personnes que les chefs. Mars 1796, les 2 principaux chefs, Stofflet et Charette, sont exécutés. Et en définitive, la Vendée n'est pas pacifiée, mais en tous les cas, cette guerre qui jusqu'à présent avait été vraiment victorieuse ou tout au moins extraordinairement dangereuse, eh bien cette guerre est en quelque sorte contrôlée. Bon. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Bon, là je vais encore plus vite, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, mais ça reprendra en 99, ça reprendra en 1814 et 1815, ça reprendra en 1832 avec la duchesse de Berry, et puis ça va durer comme ça, en quelque sorte, pendant tout le XIXe siècle. Ce qui est important à comprendre, c'est que il y a eu cette dénomination de Vendéens qui a littéralement dramatisé la guerre, qui a fait que cette guerre a été beaucoup plus violente au sud de la Loire qu'au nord. La chouannerie est une guerre qui commence en 94, qui va durer plus de 10 ans, il n'y aura pas 200 000 morts. Bon. Donc il y a quelque chose là qui s'est passé, et surtout les Vendéens sont devenus, aux yeux de toute l'Europe, les parangons de la contre-révolution. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Les Vendéens sont devenus les défenseurs de l'ordre naturel et de l'ordre de la tradition religieuse. Bon. Et par-dessus le marché, si je vais le dire, c'est pas du cynisme, ils sont devenus des martyrs, alors que les Chouans sont devenus des bandits après 1799 en attaquant des diligences. Bon. Et que la noblesse qui est venue combattre avec les Chouans en a été dégoûtée. Donc les Vendéens ont une aura que les Chouans n'auront jamais. Cette aura va se développer avec la publication des mémoires de la marquise de La Roche-Jacquelin après 1815. Cette aura va se répandre en Italie, au Portugal, en Espagne, dans les États du pape, parce qu'une partie des généraux, des neveux, des descendants des généraux, iront se battre
contre les libéraux dans tous ces pays et dans les États du pape jusqu'en 1870 quand même, il ne faut pas l'oublier, et qu'après 1870, eh bien, la République, quand elle devient républicaine, va avoir là aussi un ennemi, c'est la Vendée. Bon. Et le royalisme vendéen, plus que le royalisme breton, parce que les Bretons, bon, ils ne parlent pas la même langue, vraiment. Donc il y a quelque chose qui est très différent. Donc il y a cette espèce de fascination pour la Vendée qui permet tout simplement de dire qu'il y a une identité créée dans les conditions que je viens d'indiquer, une identité qui en quelque sorte là a été provoquée, et une identité qui repose sur une opposition idéologique continuelle et une idéologie qui va se répercuter dans tout le territoire de l'Ouest entre les curés, les nobles, les maires qui pourront être monarchistes, les instituteurs, les gendarmes et les préfets qui seront évidemment républicains. Bon. Et ça, c'est en grosso modo là-dessus que tout le système a fonctionné. Et a fonctionné aussi parce que c'est un point sur lequel il faut insister, autrement on n'y comprendrait rien, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, les élites monarchistes du sud de la Loire, mais aussi, on pourrait le dire, du Finistère Nord ou des Côtes du Nord, comprennent qu'il faut introduire le progrès dans les territoires qu'ils contrôlent, vont développer l'industrie rurale, vont développer l'agriculture, ce qui permet aujourd'hui à la zone qu'on peut appeler la Vendée et le Sud-Loire d'être la région rurale la plus peuplée de France, avec une industrie rurale extrêmement importante. Je ne vous cite pas les noms, mais tout le monde les connaît, hein, que ce soit la charcuterie, les vêtements, les meubles, etc. Et aujourd'hui, bien sûr, l'industrie de pointe, puisque Philippe de Villiers, pour ne pas le citer, a continué dans la même voie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 1793 par la division interne des Républicains a provoqué une catastrophe, une guerre civile catastrophique, a provoqué la création d'une identité entre des gens, si vous connaissez les Pédrés de Machecou et les gens des Mauges, ils parlaient pratiquement pas la même langue, des gens qui ne se connaissaient pas, qui sont devenus pratiquement unis par la guerre, et par-dessus le marché, une identité qui est rentrée politiquement, économiquement et socialement dans le pays pour avoir cette spécificité qui est peut-être en train de disparaître. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Non, ce qui me semble essentiel, c'est d'arriver à comprendre, et c'est là-dessus que je vais, avec 5-6 minutes de retard, mais je ne parlerai quand même pas trop longtemps, et c'est bifurquer vers mon autre perspective. Ce qui me semble essentiel à comprendre, c'est que tant qu'on est parti à expliquer la guerre de Vendée, soit par le côté satanique de la Révolution, soit par le côté religieux des Vendéens, on ne pouvait évidemment pas trouver en quelque sorte comment ça avait pu fonctionner et comment ça s'était continuellement enchaîné. En partant sur cette question toute bête de guerre civile entre les révolutionnaires, de mesures militaires absolument stupides provoquant une guerre qui est incontrôlable et cette catastrophe, c'est la troisième fois que je le dis, mais quand même c'est vraiment ça, eh bien il me semble que par en quelque sorte, cette laïcisation complète de l'histoire, par cette mise à plat un peu terre à terre, eh bien, on arrive à comprendre ce qui s'est passé. Et il me semble qu'à partir de ce moment-là, on peut, se parler, et un peu aussi revenir sur tous les autres échecs de la Révolution, pour dire que la Révolution a commis des échecs. Que c'est pas en le niant qu'on arrivera à vouloir la faire. Alors je ne vais pas penser que vous ayez envie de faire la révolution, mais si on veut faire la révolution, ou si on veut prendre le pouvoir, il faut au moins savoir ce qu'il faut éviter,
Et il faut aussi savoir ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu ces dérives. Et la guerre de Vendée, pour moi, est un de ces exemples-là où, tout simplement, par une succession de mauvais choix, on en est arrivé là, et que ce qui s'est produit, et ça, c'est ce qui me semble le plus important, que c'est parce qu'on n'a jamais voulu revenir à ce qui s'était passé qu'on est parti dans des explications de plus en plus compliquées qui sont devenues tellement, pour moi, monstrueuses qu'elles sont devenues dangereuses. Je pense bien sûr à cette idée de comparer ce qui s'est passé en Vendée à un génocide totalitaire. Bon. Mais si une partie de l'opinion a accepté cette idée de génocide totalitaire, c'est aussi, je le dis simplement, parce qu'un certain nombre de mes chers collègues n'ont tout simplement pas voulu admettre qu'il y avait des responsabilités parmi les républicains et que pour dégonfler le ballon du génocide, il fallait revenir tout simplement à ce qui s'était passé. Revenir à ce qui s'est passé, c'est aussi pour moi l'occasion de dire que et je n'accuse personne. Parce que quand on fait des choses aussi importantes qu'une révolution, je reviendrai là-dessus, je terminerai là-dessus, eh bien, on ne contrôle jamais tout. Mais quand on lance à partir de l'été 1789, et je quitte la Vendée, quand on commence à partir de l'été 1789 à glorifier le peuple, d'avoir pris le pouvoir à Paris, d'avoir pris la Bastille et d'avoir enclenché une lutte contre la féodalité et contre la monarchie, c'est quelque chose qui est une invention certes intéressante, nous vivons toujours là-dessus, vous savez bien sûr que c'est le peuple parisien qui a pris la Bastille. Ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on parle de la prise de la Bastille par le peuple parisien, on oublie que le peuple avait pris en même temps, depuis 3 ou 4 jours auparavant, depuis le 10 juillet très exactement, avait commencé par incendier toutes les barrières d'octroi qui ceinturaient Paris, et que sur les 54 barrières qui ceinturaient Paris, il y en avait 50 qui brûlaient, c'est-à-dire que le 14 juillet 1789, à 1 kilomètre de la Bastille, il y avait des rideaux de fumée parce que les pillards, tous les gens qui voulaient tout simplement passer l'octroi sans rien payer, étaient en train de chasser les employés de l'octroi et brûler les barrières. Bon. Et que lorsque l'on parle de la prise de la Bastille en louant le peuple parisien qui prend la Bastille, on oublie. Et alors là, je peux vous garantir, lisez les journaux, vous le verrez, on oublie systématiquement de parler de ce peuple-là. Et il y a même des gens, des proches de Robespierre notamment, qui disent qu'ils ne veulent surtout pas accepter ce qui vient de se passer avec cette populace dangereuse et qui dénonce aussi la populace qui a tué le marquis de Launay, le gouverneur de la Bastille. Mais le mot peuple là va être employé pour trouver une espèce d'unité qui n'existe pas dès juillet 89. Je ne vous parle pas du reste. Le mot peuple, personne n'aura été capable de dire ce que ça veut dire et il n'y aura jamais eu de mesures législatives précises, tout simplement pour inclure dans le peuple les citoyennes. Les femmes ne seront jamais citoyennes. Bon, c'est quand même quelque chose. Et les nobles ne vont pas disparaître, puisque même si la noblesse disparaît, ils vont rester d'une façon importante dans les élites révolutionnaires. Donc le mot peuple est un mot valise. Là aussi, c'est un échec de la Révolution de proposer une révolution populaire sans être capable de définir ce que c'est que le peuple. Évidemment, autre échec de même nature, c'est le grand mythe de l'égalité. Je ne vais pas rentrer dans trop de démonstrations parce qu'on le sait bien. S'il y a un principe qui n'a jamais été réalisé pendant la Révolution, c'est la fameuse égalité. Bon, cette égalité compromet, cette égalité tout simplement compromet notamment le 4 août 1789 avec la fameuse nuit du 4 août. Bon, tout le monde sait parfaitement, immédiatement, que ce n'est pas applicable.
et que par-dessus le marché, 3 semaines après, à peu près, il y a 3 personnes qui disent et qui écrivent que la nuit du 4 août n'aura qu'un seul résultat tangible, c'est de renforcer la propriété privée et de renforcer la propriété de ceux qui achèteront. Ces 3 personnes, c'est Robespierre, c'est Marat et c'est Louis XVI. Bon, ils se rendent compte que oui, que la nuit du 4 août aura les effets exactement inverses à ce qu'on a proposé. On ne reviendra pas bien sûr sur les épisodes qui ont scandé la Révolution, notamment à partir du début 1794, quand on ramène à nouveau éventuellement la distribution des biens aux indigents, ça ne se fera pas. Et puis, bien sûr, Thermidor, avec l'arrivée des thermidoriens et du directoire, c'est évidemment le contraire. Alors, c'est la preuve par l'évidence que l'égalité a été occultée. Donc, la guerre de Vendée fait partie de ces échecs, et je dirais, et je m'arrêterai là-dessus, que le dernier échec sur lequel je me suis penché, ça pourrait vous paraître bizarre et un peu tordu, mais je vais le dire comme je l'ai écrit en le résumant très très vite, c'est d'avoir voulu absolument croire que la Révolution s'était faite en juillet 89. Et ça peut vous paraître un peu stupide, parce que tout le monde est habitué à dire que la Révolution française commence en juillet 1789, notamment pour le 14 juillet. Mais quand on dit ça, on oublie tout simplement que le mot révolution, c'est un mot qui avait déjà un sens très compliqué, parce que c'est le mot de la révolution des astres. Les astres font le tour complet, ils reviennent à peu près au même point, enfin spiralaire, mais peu importe. Mais surtout que le mot révolution avait commencé à désigner tout ce qui était coup d'État, sédition, révolution de palais, à partir de 1660. Oui, je dis bien 1660, en Angleterre. Attention, hein, c'est pas la mort de Charles Ier. Il meurt en 1649. 1660, c'est quand le frère revient au pouvoir. C'est-à-dire, ce n'est pas la mort de Charles Ier, ce n'est pas la prise de pouvoir par Cromwell qui s'est appelée la Révolution, c'est le retour du roi, la Restauration, qu'on a appelée Révolution. Parce que la royauté anglaise est revenue au point de départ. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et quand les historiens, je connais des gens estimables, mais qui parlent de la première révolution anglaise pour les années 1640, c'est un contresens. C'est un peu dommage. Bon, la révolution, bien sûr, après il y a la glorieuse révolution du couple d'Orange qui prend le pouvoir en 1788, et puis après il y a plein de révolutions. Il y a la révolution de Tahiti, de Siam, de Suède, évidemment d'Amérique, sauf que les Américains l'appellent pas la révolution. Bon. Mais après c'est en Irlande, c'est la révolution de Genève, c'est la révolution aux Pays-Bas, il y a des révolutions partout. Bon. Je suis sérieux quand je dis ça. Le mot révolution est partout. C'est-à-dire que ce qui se produit en juillet 1789, c'est que lorsque la Bastille est prise, lorsqu'il y a cette révolution, lorsqu'il y a cette révolte importante dans Paris et cette disparition de l'autorité royale, eh bien, ce qui va se produire, c'est que tout le monde va parler de révolution. Je dirais logiquement. Personne n'imagine que ce qui s'est passé le 14 juillet 1789 est extraordinaire, mais que tout le monde pense qu'au contraire, ce qui s'est passé le 14 juillet 1789, c'est une révolte, une révolution, comme on vient d'en voir depuis 100 ans dans toute l'Europe et aux États-Unis, enfin dans ce qui s'appelle à ce moment-là les États-Unis d'Amérique. Bon, c'est-à-dire que le mot révolution en 1789, c'est un mot qui sert à tout. C'est un mot qui est utilisé immédiatement et qui ne désigne pas une spécificité française véritable. Or, ce qui se produit, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il va y avoir
par tout simplement la force des choses, comme on dit à ce moment-là, et c'est très juste, c'est toutes ces oppositions, ces obstacles et ces luttes, il va y avoir cette espèce de radicalisation entre les privilégiés, qu'on appelle aristocrates, et les autres, qu'on appelle patriotes, je dis bien patriotes et je ne dis pas révolutionnaires, et qui va tout simplement là contribuer à scinder la France en deux, mais en deux très grandes parties, et qu'à la fin de 1789 et au début de 1790, on se mettra à parler de contre-révolutionnaires. Le mot révolutionnaire est inventé après le mot contre-révolutionnaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un point essentiel à comprendre. C'est les gens qui font ce mouvement, eh bien, ce sont des gens qui s'appellent les patriotes, qui ne veulent pas de république. Jusqu'en 1792, ils n'en veulent pas, et qu'il faudra tout simplement qu'il y ait toutes ces luttes, toutes ces obstacles qui sont rompus les uns après les autres d'une façon quand même assez violente, et notamment, bien sûr, la fuite du roi arrêté à Varennes en 1791, pour qu'on arrive au coup d'État, à la vraie révolution du 10 août 1792, parce que là, c'est une vraie révolution. Là, il y a des révolutionnaires qui préparent, qui organisent, qui investissent et qui se battent contre des gens qui les attendent, parce qu'il ne faut quand même pas croire que le roi avait laissé faire sans rien préparer, c'est ce qui est complètement faux. Donc, ce qui se passe là, c'est que le mot révolution prend un autre sens à partir du moment où les choses se déroulent, et cette espèce de déroulement de force des choses change le mot à partir de 1791 et surtout 1792. La révolution de France est une révolution différente, d'autant plus que pour les Français, ils estiment que ce sont eux qui vont porter la bonne parole. Pensez 1790, les révolutionnaires proclament la paix au monde. C'est-à-dire, les révolutionnaires de France se sentent investis d'un message universel. Ce qui n'était pas en juillet du tout, c'était pas du tout dans la tête des gens. Donc, il y a là aussi, et quand je parle d'échec, ce que je veux dire par là, c'est que dans la mesure où l'on mythifie, depuis tout le temps, depuis juillet 89, quand les vainqueurs de la Bastille se rendent compte que un de leurs ennemis, ce ne sont pas les aristocrates, ce sont les autres qui sont en train de frauder aux barrières, qu'il va falloir qu'ils contrôlent un petit peu les ardeurs de la populace qui ne veut pas obéir. Bon. Donc à partir du moment où on commence à mythifier ce qui se passe en France et qu'on appelle la révolution, que tout le monde va reprendre évidemment, parce que ça arrange tout le monde, qu'on soit contre ou qu'on soit pour, à partir du moment où on a en quelque sorte un mot qui sert à tout justifier, on l'utilise, qu'évidemment les républicains de la Troisième République vont garder le mythe de la Révolution, surtout en voulant éviter de la refaire, pour ne garder que la République et éviter bien sûr toute émeute. Eh bien, tant qu'on n'aura pas relu ce que je viens de vous dire en recommençant à l'étude de la Révolution en juillet 89, on restera sur des mythes, on restera là encore sur un blocage des mots. Et moi, ce que j'ai essayé de faire dans les 47 minutes et 30 secondes pendant lesquelles j'ai parlé, c'est d'essayer de vous dire, eh bien, retroussons nos manches et utilisons les mots à bon escient. Je ne vous en propose pas d'autres. J'ai pas d'autres mots, Je pense qu'il faut, vous savez peut-être que je suis absolument hostile à l'idée de dire que la terreur a jamais été mise à l'ordre du jour, mais je n'ai pas du tout envie de changer les mots avec des petits T, des majuscules, je ne sais quoi. On va dire la période appelée terreur, on dira la période qu'on commence à appeler révolution. Tout simplement pour dire, bon, on ne va pas changer les mots, autrement on ne va pas s'y retrouver, mais il faut surtout ne pas être dupe, et essayer de comprendre les choses dans leur complexité, et puis en admettant aussi, parce que ça c'est le plus embêtant, en admettant qu'il faut essayer de comprendre que quand on prend des décisions, ces décisions ont toujours des effets pervers.
que ces décisions ont toujours des effets auxquels on n'a jamais pensé, et qu'il est toujours nécessaire de se méfier, surtout de ses amis, qui sont peut-être souvent plus dangereux que ses ennemis. Et c'est vraiment le seul message que je veux vous faire passer, si vous voulez faire un coup d'État dans l'avenir. Merci Jean-Martin. Le débat est ouvert. Il faut savoir, est-ce qu'on peut vivre, avoir une histoire politique sans mythe fondateur? Ah oui. Par exemple, les Francs se référaient à Énée. Pendant la période révolutionnaire, on dit qu'ils se référaient beaucoup à l'Antiquité romaine. Est-ce qu'on peut vivre sans mythe fondateur? Non, il faut vivre avec, mais pas être dupe. Parce que quand vous dites les Francs se réfèrent à Énée, aux Troyens, etc., oui, bon, bien sûr. Mais qui était dupe? Je vous renvoie, moi, les Grecs ont-ils cru à leur Dieu? Il vient de mourir. Excuse-moi. Qui ça? L'historien Paul Veyne. Bien sûr que non, personne n'y croyait. Quand un livre vient d'être fait encore sur les références à la romanité chez les révolutionnaires. C'est normal. Les révolutionnaires sont passés par les mêmes collèges. Ils ont traduit Tacite, ils ont traduit Tite-Live, ils le connaissent tous. Bon, donc ils vont parler la même langue. Robespierre plagie Cicéron assez régulièrement. Je suis pas capable, moi, de vous le prouver, mais c'est pas compliqué à le faire. Hein. Bon, donc il y a là une langue commune qui ne trompe personne à ce moment-là, parce que tout le monde prend les exemples qui lui conviennent dans les arguments, dans un sens comme dans l'autre. Donc on a affaire là à des arguments parfaitement réversibles. Alors, qu'il faille avoir un objectif, oui. Moi, je veux bien ça. Mais ça ne veut surtout pas dire que lorsque des élites utilisent des drapeaux, se mettent devant avec des drapeaux, que ces élites pensent que les autres vont y croire, ou que les autres vont leur obéir seulement comme ça. Moi, c'est ça ce qui me semble essentiel. C'est qu'on a besoin de mythes, on a besoin d'orientation, mais il faut que ceux qui en prennent la responsabilité sachent les limites de cet usage qu'ils font. C'est ça ce que j'appelle les échecs de la Révolution. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de dire, voilà, on a un drapeau, vous venez derrière moi. Bon, si on fait ça comme ça, on va recommencer à refaire tout le temps les mêmes erreurs, et on recommencera tout le temps à se poser la question de savoir pourquoi on ne parle pas des gens qui brûlaient les barrières en même temps que d'autres prenaient la Bastille. Bon, donc c'est ça qui me semble essentiel, d'arriver à comprendre que on peut avoir des drapeaux, on peut avoir des mythes, mais qu'il ne faut pas perdre le sens commun et voir ce qui cloche dans ce qu'on proclame et dans ce qu'on enseigne. Francis. Donc oui, nous avons deux questions de Bertrand. Alors, vous avez publié récemment un livre par rapport à la révolte vendéenne et la révolte de Kenzar. Bertrand, on voulait savoir si vous pouviez développer un petit peu plus sur ce point. La révolte ? Kenzar. Alors là... Du coup, sur la deuxième question qu'il a, passons à tu vas peut-être développer un peu plus au fur et à mesure. Il me dit, il y a une mémoire des Blancs en Vendée. Oui. Est-ce qu'il y a une mémoire des Bleus? Bien sûr. Oui. Non, alors là je peux répondre simplement. Bon, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. On part de cette bêtise innommable de mars 93. On passe par la guerre, sacrée évidemment ce nombre de victimes important. Donc, et il y a une logique là-dedans, il y a une logique de deuil, il y a une logique de mémoire, et automatiquement, il y a cette mémoire qui est entretenue. Bon. Et logiquement aussi, on a donc des populations qui cohabitent avec des mémoires antagonistes qui, évidemment, entretiennent des positions qui durent. Enfin bon, donc la mémoire, bien sûr, blanche,
entretenu mais vivace. C'est les deux. C'est pas, on va pas. La mémoire passe par des passeurs de mémoire, là comme ailleurs, mais en même temps, elle est éminemment vivace. Et encore vivace. Je pense qu'il ne faut pas, on va pas chipoter là-dessus. Et la mémoire des Bleus va durer, grosso modo, sans faille, jusque dans les années 1960-70. Ça commence à se gâter dans la mémoire des Bleus. On le voit bien à partir du moment où, précisément, les Bleus sont de plus en plus confrontés à l'obligation de reconnaître la présence des massacres en Vendée. Tant qu'il n'y avait pas eu de recensement systématique des massacres, tant qu'on n'avait pas fait de la Vendée le lieu d'une guerre civile que la France n'avait pas connue ailleurs, eh bien, en quelque sorte, la mémoire bleue pouvait vivre sur elle-même et avait toujours en face d'elle suffisamment d'antagonisme pour se proliférer sans difficulté. À partir du moment où on se met là à se rendre compte qu'on bute véritablement sur les colonnes infernales notamment, moi les souvenirs que j'ai très précisément, c'est de voir le maire de La Roche-sur-Yon de l'époque, Jacques Auxiette, qui est devenu après le président du conseil régional avant sa mort, dire qu'il était évidemment républicain, mais qu'il ne pouvait pas accepter les colonnes infernales. Et là, il y a vraiment eu un virage qui s'est passé à la fin des années 70 et bien sûr jusqu'au moment du bicentenaire. Et donc là, la mémoire bleue a été vraiment mise à mal. Mais c'est vrai, et puis je le dirais quand même aussi autrement, ce qui s'est produit avec la modernisation de la Vendée accélérée par les décisions de Philippe de Villiers, ça a été aussi de faire de la Vendée une terre un peu conforme à toutes les provinces rurales traversées par des cas de voies et des industries de pointe. Donc les mémoires sont quand même un petit peu, je dirais, beaucoup moins virulentes ou vivaces qu'elles étaient il y a seulement 30 ans. Finalement, pour prolonger votre discours, finalement, il y a la modernisation, et puis il y a le Puy du Fou avec les projecteurs polémiques qu'on connaît aujourd'hui, et c'est la même période d'ailleurs, c'est les années 70. Quelle est pour vous l'influence sur la mémoire régionale qu'a eu ce parc ? Alors je pose la question, non pas pour parler spécialement du parc, mais parce que vous avez certains de vos collègues qui font qui en font une obsession de ce qu'ils véhiculent. Oui, tout à fait. Pour dire les choses simplement et très clairement, les collègues auxquels vous faites référence, qui ont fait un livre qui est mal documenté et tout simplement d'un simplisme désespérant, auraient mieux fait de travailler davantage. Bon, mais on va dire ça comme ça. Ma position, elle est simple. J'avais fait un livre avec un collègue il y a presque 30 ans maintenant, qui a été publié en 1994, au moment où justement le spectacle du Puy du Fou se transformait en parc. Bon. Et notre position avait été de dire tous les deux qu'on était en train de changer de nature de la transmission de la mémoire. Bon, parce qu'il y avait une partie des gens qui appliquaient dans le Puy du Fou qui devenaient des salariés, et donc là, on était en train de basculer. Bon. La position pour nous, elle était très simple. Ce que Philippe de Villiers lance à partir de 1977, c'est en droite ligne de ce qui s'est toujours passé dans le sud de la Vendée, mais aussi en Bretagne, notamment dans les patronages. Bon. Et dans toutes ces, je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, entendons-nous bien, hein, dans tous ces spectacles de nuit et des spectacles de patronage qu'il y avait dans toutes les zones rurales avec des mémoires fortes. Bon, pour des raisons qui sont compliquées qu'on n'évoquera pas forcément, le spectacle du Puy du Fou prend une ampleur absolument considérable, surtout qu'il s'appuie après sur la notoriété de Philippe de Villiers. Bon. C'est évidemment un spectacle qui est, je dirais, manichéen et engagé du côté vendéen. Bon. Je vais le dire aussi simplement, dont acte.
Bon, on l'établissait comme ça. Moi, je dirais, personne n'a empêché que des républicains fassent un spectacle républicain, où ils voulaient. Bon, c'est quand même ça la question. Bon. Qu'il ne faut quand même pas oublier que quand il y a eu un spectacle Nord-sur-Erdre, ça n'a pas marché. Quand il y a eu les spectacles pour les Camisards, ça a eu une audience régionale et jamais une audience plus grande. On n'a jamais empêché des gens d'inventer quelque chose. Bon. Alors évidemment, ce qui se passe à partir du moment où on rentre dans le parc de loisirs, à partir de 1994, et surtout depuis les 10 dernières années, on change de registre. Bon, je dirais tout simplement pour moi que le Puy du Fou aujourd'hui, c'est d'abord de mémoire, sauf erreur, et j'espère que j'en dis pas trop, 12 spectacles différents. Dans ces 12 spectacles, il y en a 2 qui sont consacrés à la Vendée. Les 10 autres, ça n'a rien à voir. Bon, donc on a sur 60 hectares, 40 hectares utilisables, 60 hectares au total, on a 2 millions de personnes qui y passent. Bon, je ne penserai jamais que les 2 millions de personnes qui y passent, ils vont par un souci idéologique, militant, historique, ils y vont. Mais c'est normal, moi ça ne me choque pas. Qu'ils aillent là, à Disneyland ou n'importe où, pour moi ce n'est pas mon problème. Bon, je constate tout simplement qu'il y a, et ça m'interpelle, qu'il y a cette demande d'une mythologie. Alors là, je ne dis pas de mythe, mais je dis d'une mythologie. D'une mythologie historique aujourd'hui, en France, mais partout, en Chine, en Espagne, où le Puy du Fou SM, bon, et une mythologie historique que j'ai rencontrée ailleurs, parce que j'ai travaillé aussi sur le jeu vidéo Assassin's Creed à Ubisoft. Oui, mais là, c'est 18 millions. C'est 18 millions de personnes qui ont... ou 10 millions de personnes qui ont acheté le jeu. C'est pas seulement 2 millions. Bon, donc, ça me désole, mais que voulez-vous que j'y fasse? Bon, je ne vais pas prendre ma plume pour dénoncer toutes les mythologies historiques. Ce serait ridicule. Bon, on a autre chose à faire. Ça ne sert à rien. Bon, donc acte. On encadre ça. On essaie de dire qu'on ne peut pas s'en passer. Et puis, maintenant, sur place, très concrètement, moi, pour le dire aussi autrement, la réussite du Puy du Fou, ça vous semblera peut-être bizarre, mais me navre, parce qu'il est plein de lieux extrêmement touchants. Des cimetières, mais je dis sérieusement, des cimetières qui étaient absolument touchants, qui dataient des années 1830-1840, que plus personne ne visite, parce que tout est concentré au Puy du Fou, au Luc et autour. Bon. Et donc, en définitive, moi, ce que je redoute, si j'ose dire, c'est que le Puy du Fou soit en train d'aspirer la mémoire de la Vendée et de vider la Vendée de sa mémoire. Francis. Donc, de notre côté d'abord. Ah bon, pardon. Oui, parce que j'avais une main qui se levait. D'abord, j'avais la précision de Bertrand par rapport au livre. Pardon. Il voulait parler du livre que vous avez coécrit avec Philippe Joutard, Camisards vendéens, de guerre française, de mémoire violente. Exact. Coédité en 2018. Et il voulait avoir un peu plus de précision là-dessus par rapport à l'exposé que vous venez de faire. Très simple. Avec Philippe Joutard, donc historien de la mémoire protestante et de la mémoire des Camisards, nous avons fait un livre publié en 2020 ou 2018, 18, qui s'appelle Guerre de Vendée, Guerre des Camisards, Guerre de Vendée, publié aux éditions Alcide à Nîmes, qui est un livre, je dirais, très ponctuel. On a tout simplement fait le parallélisme entre la guerre des Camisards et la guerre des Vendéens dans leur déroulement. La guerre des Camisards, enfin bref, c'est tout le début du XVIIIe siècle, c'est les années 1700, 1704, 1708, et pour dire que ce qui s'était passé dans les Cévennes du côté d'Alès dans ces années-là, c'était toute comparaison, faut se méfier des comparaisons, mais malgré tout, c'était à peu près sur le même modèle que ce qui s'était passé en Vendée, et que les mémoires ont été aussi fabriquées sur à peu près les mêmes modèles. Bon, avec moins d'ampleur pour les Camisards, mais aussi une durée aussi longue, et les mêmes mécanismes.
Bon, on va pas. C'est un livre que je ne renie pas, au contraire, que j'ai beaucoup, qui est un beau livre en plus. Hein. Mais c'est pas un livre, je dirais, qui bouleverse les choses. Hein. Ça met tout simplement les choses en place en disant effectivement, arrêtons de voir des spécificités là où il n'y en a pas. Essayons de comprendre les mécanismes qui sont pas analogues partout, mais qu'on peut retrouver. Et si on travaille sur les mécanismes, on comprend la façon dont l'histoire se fait. Ouais. On avait là-dessus la même démarche. Oui. Monsieur, bonsoir. Merci pour votre intervention tout à fait passionnante. À la lumière de celle-ci, j'aimerais que vous éclairiez rapidement, si vous pouvez. J'espère. J'espère, je pense aussi. Voilà, par rapport à cette controverse sur l'utilisation du mot génocide, j'ai compris tout à fait l'enjeu et la vision que vous emportez de ne pas l'utiliser dans cette situation, dans la matière. Et je voulais savoir si ceux qui défendent cette utilisation le font sous l'égide d'un raisonnement scientifique, ou si ça ne s'écarte pas plus à un discours partisan. Alors, je vais d'abord vous répondre sur un point. Je ne cherche jamais à savoir ce que les autres pensent. Parce que de toute façon, j'aurais perdu. Et en plus, ça ne m'intéresse pas. Bon. Et je pense que c'est une fausse piste. En revanche... Non, voilà. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre leur méthodologie. De comprendre leur méthodologie, de comprendre les raisons pour lesquelles... les raisons scientifiques, politiques pour lesquelles on emploie un mot, et qu'est-ce que ça veut dire. Bon, merci. Donc, quand le mot... vous allez me pardonner, hein, je prends quand même 5 minutes. Hein. Le mot génocide a été employé dès 1977, quelque chose comme ça, par le chimiste, médecin militaire Henri Laborit. Que les non-vendéens appellent Laborie. Mais il y a un T. Et il était vendéen et il avait fait un article dans Le Monde pour parler du génocide. Celui qu'on retrouve dans Mon oncle d'Amérique, le film de René. Bon. Et ça tournait déjà depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y avait eu une comparaison entre un massacre célèbre en Vendée, le massacre des Lucs, avec Auschwitz. Donc la comparaison avait été faite, mais pas le mot. Le mot n'avait pas été employé. Bon. Évidemment, le mot est employé alors d'une façon systématique à partir de 1985, date de la thèse de Renald Séché, soutenue à Paris 4 sous la direction de Pierre Chonu, et qui donne donc naissance au livre La Vendée vengée, et donc le génocide vendéen, franco-français. Bon. La position de Séché, c'est de dire qu'il y a eu une volonté d'extermination de la population vendéenne en tant que telle, et qu'il s'appuie pour ça sur un certain nombre de citations qu'il prend, je dirais, pour moi c'est un problème énorme, chez un peu tout le monde, et pour déboucher sur un chiffre de 110 000 morts, quelque chose comme ça. Bon. Le livre paraît en 86, et moi j'ai publié en 87 La Vendée et la France, et puis on est 4 à intervenir aussitôt pour dire que le mot génocide est inapproprié. Pour les nommer, c'est François Lebrun, qui était professeur à Rennes, c'était Philippe Bossis, qui était maître de conférence à Nantes, et c'était François Furet, qu'on ne présente pas dans Le Monde. Bon, pour dire que le mot génocide était inapproprié pour plusieurs raisons. Et je maintiens les raisons. La première raison, c'est que on ne trouve pas, jamais, de loi d'ordre précis ordonnant l'extermination de la population vendéenne en tant que telle. Alors ce qu'on trouve, et ça là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus, on trouve bien des ordres disant qu'on veut exterminer les brigands de la Vendée. Ça, là-dessus, j'en discuterai pas. Bon. Mais le problème étant que l'extermination des brigands, c'est quelque chose qui est, si vous me pardonnez de le dire comme ça, quelque chose de tout à fait normal. Les opposants à la loi
sont considérés déjà sous l'Ancien Régime, la monarchie, j'aime pas le mot, mais enfin bon, sous la monarchie comme des brigands ou des pirates. Quand on a des brigands ou des pirates, la seule chose que l'on fait, c'est qu'on les pend. Bon, on les exécute. Et donc, ils sont hors la loi par nature. Et ça, c'est dans les lois de la guerre. Pirates et brigands sont hors de la loi. Donc, ils ne rentrent pas dans la loi de la guerre. Donc, on va dire que les opposants à la Révolution sont des brigands, et le mot brigand est utilisé pour les Bretons, pour les Normands, notamment pour les Normands de Cherbourg. On veut aussi exterminer les brigands de Cherbourg, etc. Bon, donc, et alors, je dirais le comble, c'est que précisément lorsque des Vendéens, alors des Vendéens devant du département de la Vendée, vont approuver la Constitution en juillet 1793. La Convention va se féliciter de voir que les habitants de la Vendée du département ont approuvé la Constitution. C'est-à-dire, s'ils voulaient exterminer les Vendéens, ils ne pourraient pas se féliciter que les Vendéens approuvent la Constitution. Ils ne pourraient pas non plus leur donner de l'argent, puisqu'on ne sait pas trop, hein, les chiffres sont très imprécis. C'est entre 20 ou 50 000 personnes qui sont considérées comme des réfugiés de la Vendée. C'est le mot qu'on emploie, qui viennent du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, etc. Peu importe, c'est les réfugiés de la Vendée, et auxquels on va donner de l'argent, parce qu'on les envoie à Tours, on les envoie à Blois, on les envoie à La Rochelle ou à Poitiers, et on les nourrit jusqu'en 1795. Bon, ça ne veut pas dire qu'on les considère bien, mais en tous les cas, on ne les a pas tués. Bon. Donc, il n'y a pas d'ordre véritable, il n'y a pas eu non plus d'organisation systématique de dévastation, et il n'y a jamais eu de reconnaissance de personnes vendéens ou pas. Quand les colonnes infernales, les pires, ont traversé les villages, il faut être clair, ils ont tué tout le monde. Bon, y compris les mères qui venaient avec leurs écharpes. Bon, et pour de multiples raisons sur lesquelles on reviendra éventuellement. Donc, on est dans un bric-à-brac total. Il y a bien des massacres abominables pendant toute l'automne 1793, et ce sont des massacres commis par des soldats qui font absolument n'importe quoi. Même quelqu'un qui défendait l'idée du génocide, qui s'appelle Villemain, a fini par penser que en aucun cas l'automne 93 pouvait être qualifié de génocide, mais qu'en revanche les colonnes infernales devaient l'être. Alors, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse rentrer dans un génocide en janvier et en sortir en mars, parce qu'à la fin mars, les colonnes infernales sont arrêtées. Donc, on est bien là, dans cette espèce de bric-à-brac politique que j'ai décrit, et qui est désolant. C'est absolument abominable, on est bien d'accord. Hein. Mais d'autant plus abominable que depuis 30 ans, moi, j'avais estimé qu'il y avait le double des morts. Mes premières estimations, c'était 250 000 morts. Je me suis fait un peu tirer les oreilles, on m'a dit que c'était trop, et je veux bien le croire. Hein. Les chiffres, on ne va pas rentrer dedans, il n'y a pas de chiffres possibles. On est à peu près aujourd'hui d'accord pour dire qu'il y a 200 000 morts en Vendée. Sur le fond, on n'en saura jamais rien. Bon, mais de toute façon, c'est trop. C'est une évidence. Enfin bon, maintenant de là à parler de génocide, alors moi l'analyse que j'en fais aussi, c'est que le mot génocide, c'est bien sûr le moyen de rentrer dans cette grande discussion sur le révisionnisme lancé par Forisson, Racinier et les autres dans les mêmes années, avec l'opposition avec Vidal-Naquet. Bon, et donc de rentrer là dans la qualification la plus élevée d'un régime victimaire. Si l'on veut défendre des victimes, parler des crimes de guerre, parler des crimes contre l'humanité est inférieur à parler des victimes de génocide. Et donc là, on est dans cette course aux victimes qui, dans les années 1970-1980, avait vraiment lieu, et je dirais qui est en train de reprendre aujourd'hui aux États-Unis.
on repart à nouveau sur ces qualifications de génocide. Vous méfiez de ce qui se passe en Ukraine. On est en train de reparler de génocide et le mot est en train de changer de sens. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Mais bon, jusqu'à maintenant, il me semble qu'il n'est pas raisonnable de dire qu'il y a eu en Vendée un génocide et que je serais prêt à dire que si on veut dire que les révolutionnaires ont commis un génocide, moi je propose de dire que c'est au Pays Basque. Ça vous paraîtra bizarre, parce que personne ne le connaît. Au Pays Basque, à la fin de 1793, en début 1794, on a déporté 3000 à peu près, pas beaucoup, 3000 Basques des villages de Sara et d'Istassou, le chêne de Guernica, 3000 Basques. Alors là, parce qu'ils parlaient basque. Donc là, on est sûr d'une chose, c'est qu'on va s'occuper d'une population qu'on détermine d'une façon précise, même s'ils n'ont pas pris les armes, mais au moins il y a la détermination parce qu'il y a une communauté linguistique, ce qui n'avait bien sûr aucun sens pour les Vendéens de la Vendée insurgée. Et parmi ces 3000, il y en a quand même suffisamment qui sont morts à Bordeaux ou à Bayonne en déportation pour qu'on puisse accuser. C'est pas énorme en chiffres, mais c'est quelque chose qu'on ne devrait pas oublier, en définitive. Bon. Mais moi, je suis frappé qu'on parle de la Vendée et pas des Basques. Bon. Il n'y a que les Basques qui s'occupent des Basques. Il y a l'exemple lyonnais aussi. Il y a le Lyonnais. Ah non. Avec le décret de la destruction de la ville. Oh oui, mais alors si vous me permettez, là, on est dans autre chose encore, qui est cette grande parade militaro-politique où on dit quelque chose et on ne le fait pas. Parce que ceux qui ont lancé la révolte lyonnaise sont les montagnards des clubs contre les sans-culottes qui avaient pris la mairie. Donc c'est là encore les montagnards contre les sans-culottes qui provoquent la révolte. Ensuite, ces montagnards qui se sont révoltés sont rejoints par les royalistes de Précy, et donc les royalistes lyonnais ou d'Auvergne qui vont investir Lyon, contre lesquels on envoie les troupes de la Convention. Et il y a 3 mois à peu près de siège pendant lequel il y a des tractations pas possibles. On finit par envoyer une armée dite révolutionnaire qui est née en quelque sorte en Vendée et qui commet les crimes qu'on connaît à Lyon. Et là, on tue systématiquement les révoltés n'importe comment. Bon. Mais le fameux décret « Lyon sera rasé », il y a des destructions. Les destructions sont arrêtées parce qu'à partir de décembre 1993, les femmes des patriotes lyonnais se plaignent au comité de salut public et Robespierre et Barrère disent qu'il faut arrêter les massacres. Ils font revenir Fouché, ils font revenir Collot, et c'est la fin. Donc l'histoire lyonnaise, je veux bien que les Lyonnais disent tout ce qu'on veut, mais c'est une histoire encore plus compliquée que l'histoire vendéenne, avec de multiples couches. Malheureusement, elle est aussi sanglant qu'ailleurs, et oui. ne permet pas de catégoriser. Ah non, ça c'est... C'était sur le mot même du génocide qui a été créé après-guerre. Absolument, 44-48, voilà, Lemkin. Sauf à considérer qu'il y a un caractère rétroactif, est-ce que ça serait pas... Non, non, là je vous arrêterai, vous allez me pardonner. Non, là c'est un argument qui pour moi n'est pas recevable. Nous ne pouvons pas parler la langue du XVIIIe siècle, nous sommes obligés de parler notre langue, sinon nous ne pourrions pas expliquer le passé. C'est pour ça qu'on parle de génocide arménien. Bien sûr. Bon, que les mots soient inventés et qu'on les utilise sur des choses qui, évidemment, ignoraient complètement les mots, moi, ça ne me choque absolument pas. Je fais de l'histoire. L'histoire, c'est le présent explique le passé. Donc, l'anachronisme n'est pas dans l'usage des mots, l'anachronisme, c'est dans la compréhension des mécanismes. Bon. C'est ça, c'est là. L'usage des mots, moi, je vous dirais même simplement, je l'ai écrit, je le maintiens, la question du génocide méritait d'être posée. Séché a eu raison de poser la question. Le problème, c'est la réponse qu'il a fournie. Là, je suis vraiment pas d'accord. Mais il avait raison, il fallait poser la question là-dessus.
il faut lui rendre grâce. Nous avons une dernière question d'un autre internaute. Celui-ci nous dit, vous dites que la guerre de Vendée, qu'elle n'est qu'une conséquence d'une guerre civile entre révolutionnaires. Votre exposé laisse plutôt transparaître que la Vendée est une révolte qui devient une guerre par l'échec de la répression initiale. Pourriez-vous revenir sur cette idée et sur le lien entre la guerre de Vendée et les conflits entre révolutionnaires? Ah oui, non, c'est très simple. L'internaute de question, que je salue, a tout à fait raison. C'est bien une bande armée qui obtient une victoire inattendue, et je maintiens, de médiocre importance. C'est tout. Si vous voulez, lorsque une troupe de ligne va, en étant organisée, combattre des paysans avec des armes qui sont des fusils de chasse ou des faux, si elle se fait battre, c'est de sa faute. Hein, disons-le simplement. Bon, et que là-dessus, les révoltes qui se passent en Bretagne sont écrasées. Il a fallu un mois, mais sont écrasées d'une façon très violente en Bretagne au bout d'un mois. Bon, donc on part bien de cette défaite. Là-dessus, on est d'accord. Le problème, c'est que cette défaite n'a pas été lue comme elle aurait dû l'être. C'est-à-dire, on va réorganiser l'armée sérieusement. On va envoyer une armée Sud-Loire normalement organisée, sans dire que c'est l'unité de la nation qui est en jeu, etc., etc. Et on va résoudre ça. On mettra le temps qu'il faut. On mettra un mois et demi, mais ça sera réglé. Tout le problème est de dire, à l'inverse, que cette défaite devient l'exemple même de la naissance de la guerre de Vendée. Et à partir du moment où on rentre dans la guerre, toutes les mesures prises par les révolutionnaires sont des mesures qui sont rigoureusement le contraire aux logiques stratégiques et tactiques d'une armée. Bon. Donc ça entraîne des défaites, ça entraîne des dénégations, et ça entraîne cette radicalisation jusqu'à envoyer des troupes sans culottes dont on ne sait pas quoi faire, parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon raisonnement dans un sens. Je n'ai pas de preuves pour le dire, mais je dirais, il y a 30 ans je n'aurais pas osé le dire, mais là je suis vraiment totalement convaincu qu'on laisse partir les sans-culottes de Paris qui étaient des gens dangereux en Vendée. Ils se tuent avec les Vendéens. En décembre 1993, les Vendéens sont écrasés, les sans-culottes ont disparu, et on fait la révolution comme on veut à Paris avec la montagne. Bon, c'est d'un cynisme total, et je ne vois pas d'autre explication. Oui, pendant la Révolution, par rapport à ce qui s'est passé en Vendée, il y a un mot qui a été lâché, c'est populicide. Oui. Et autant je m'en souviens, ça vient de Marat. Non, 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 c'est Babeuf. c'est Babeuf. C'est Babeuf qui l'emploie. Gracchus. Oui, non, François Noël. Ah oui, Non, parce que Gracchus, c'est en 95. d'accord. Et non, mais c'est important. Parce que François Noël, Babeuf, quand il écrit ça, il sort de prison. Il est devenu, entre guillemets, journaliste, et il fait un livre donc sur le populicide en Vendée, et ce livre est payé par un certain Fouché. Voilà. Dit autrement, le François Noël Babeuf, qui était sans culotte radical, avait été envoyé en prison par Robespierre. Et il attendait logiquement qu'il monte à l'échafaud. Le 9 Thermidor arrive, Robespierre y va, Babeuf n'y va pas. Il mourra plus tard. Bon. Et il a à se venger. Fouché, qui aurait pu accompagner Babeuf sur l'échafaud, si Robespierre aurait bien voulu l'envoyer aussi, va donner de l'argent à Babeuf pour publier ce livre qui accable Robespierre et Carrier. On est en septembre 1794, au moment, donc Robespierre est mort depuis un mois, et au moment du procès de Carrier qui va commencer, qui va déboucher sur la mort de Carrier en décembre 1794. Bon. Donc, on est bien là dans une combine, en quelque sorte, entre les deux, pour dire que le Robespierre est accusé avec Carrier, qui se détestait, donc il ne pouvait pas être d'accord, mais tant pis, de dépopuler la France. Et on invente, à ce moment-là, pour Robespierre, qu'il avait inventé une guillotine à 7 fenêtres, qu'il avait des culottes de peau, qu'il avait des sanguiducs, etc. Bon.
Le pire, si j'ose dire, c'est qu'en travaillant sur l'exécution du roi, le roi, donc dans le procès du roi, j'ai oublié la date, vous allez me pardonner, mais je pense que c'est en début janvier 93, un député, dont j'ai oublié le nom aussi, avait accusé le roi de populicide. Ouais. Ça m'a surpris aussi, hein. Mais c'est dans les archives parlementaires. J'ai donné la référence, on peut vérifier, c'est pas compliqué, et ça, c'est sur Internet. Donc le mot populicide circule. Le mot populicide circule, c'est comme le mot révolution. Le mot populicide circule, chacun utilise les arguments à sa guise, et là, en l'occurrence, quand on veut justifier l'exécution de Robespierre, et quand on veut justifier l'exécution à venir de Carrier, on y va là-dessus. Et puis ça permet surtout, si vous voulez, quand Babeuf fait ça, bon, pour moi, l'explication là est simple. Fouché et les autres sont dans le coup, mais jusqu'au cou, hein, dans les violences qu'ils ont commises à Lyon ou dans la Nièvre ou partout. Bon, et que ces gens-là, Tallien, Barras et Fouché, que Robespierre voulait éliminer et qui, eux, ont fait le coup d'État du 9 Thermidor, eh bien, ils vont tout simplement faire deux choses. Ils vont dire Robespierre est le seul responsable de tout cela. Robespierre, c'est lui qui a déclenché la terreur, et c'est pas nous. Voilà. Mais moi, ce qui me frappe, et ce qui me frappe et ce qui m'épouvante en même temps, et je ne vous accuse pas, vous avez eu raison de poser votre question, c'est que 200 ans après, le mensonge inventé par Tallien, en disant c'est pas nous, c'est Robespierre, ça marche toujours. Bon, eh ben, écoutez, franchement, je trouve que Trump à côté, bah oui, écoutez, c'est l'exemple de la fake news que je trouve. Voilà, vous me sortez ça naturellement. Je vais dire, je l'attendais. Bon, mais non, mais vous avez raison. Mais c'est génial. Ça veut dire 200 ans après, eh bien, ça ressort. Bravo, Tallien. Vous aviez même repartagé une publication de la mairie du 10e qui reprenait les terreurs de Robespierre dans son affichage public. Attendez, excusez-moi, je n'ai pas compris le début. La mairie du 10e avait fait un affichage public avec les... Ah oui, en prenant, ah oui, j'ai vu ça. Voilà. Oui, j'ai vu ça. Pas de commentaire. Parce que comme l'a écrit Marcel Gaucher, Robespierre, c'est l'homme qui lui vise le plus. C'est parce qu'il a écrit de mieux. Non. Il y a quand même une partie de clientèle politique qui se réfère à Robespierre. Il y a un député bien sûr, qui s'appelle les Jacobins. Oui. Non, lui, il ne fait pas de la mythologie. Et qui comment il s'appelle? Corbière. Corbière. Voilà. Corbière. Vous avez lu son livre? Non. Ah! Non, Erreur. Corbière. Non, mais le livre qu'il fait sur les Jacobins est très intéressant. Non, mais sérieusement, hein, très documenté. Et moi, je dois dire que quand je le lis, je tombe de la lune. Parce que le livre, je le trouve tellement bien documenté que je suis épaté du fait qu'il met Barère dans les Jacobins. Je pense que Barère doit en rigoler encore. Bon, donc il met aussi un anglais inconnu mais très important là-dedans qui était un parfait sans culotte et qui détestait les montagnards. Bon, donc non mais Corbière a fait du bon boulot. Bon, j'en dirai pas autant du livre de Gaucher. Gaucher et je n'ai pas l'habitude de juger les gens sur les étiquettes, mais sur ce qu'ils font. Bon, non, que les philosophes fassent de l'histoire, ça ne me choque pas, mais au moins qu'ils la fassent bien. Mais là, il a mal fait. Il a utilisé le vers qui avait fait aussi une bio sur Robespierre. Nous avons des désaccords, mais grosso modo, nous disons à peu près la même chose, même si nous sommes sur le fond avec des nuances, plus que des nuances de désaccords. Mais moi, surtout, si vous voulez, ce qui me gêne avec Gaucher, qui écrit bien, qui joue effectivement sur une opinion qui vise sur les mensonges de Tallien, bon, et qui présente toujours Robespierre comme le personnage le plus important de la Révolution. J'ai fait une bio sur Robespierre qui dit le contraire, qui dit Robespierre était extrêmement important. Là-dessus, on est d'accord. Aucune discussion. Mais il n'était pas plus important que Danton,
que Marat, que Barère, qui était l'homme le plus malin de la Révolution, au point où lui, il est mort dans son lit, sans diviser personne, et en se faisant oublier, bon, et donnant sa fortune au Carnot, etc. Bon, la famille Carnot peut s'en féliciter. Qu'un certain Vadier, que vous ne connaissez pas, Ça dit quelque chose. bah oui, c'est le patron du comité de sûreté générale, qui meurt dans son lit lui aussi à 92 ans. Bon. Et je vous garantis que celui-là, c'est la brute. Bon. Mais c'est le type qui est un politicien extraordinaire, qui est un des acteurs de la chute de Robespierre. Mais là aussi, il passe sous les radars, celui-là. Bon, Barère et Vadier, vous inquiétez pas, vous les verrez nulle part. Bon, et on va tout focaliser sur Robespierre, parce qu'un certain Tallien, un certain Barras, un certain Fouché ont tout mis sur Robespierre. Et bien, sur le marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été très forts. Ils ont tué en 3 jours 110 personnes. Pas oublier, 9, 10, 11, 12 thermidors, 28, 29 juillet, il y a plus de 110 personnes qui sont mortes, y compris des petits juges au tribunal, des révolutionnaires, des petites personnes, pas guillotinées. Quand on avait éliminé les Girondins, on en a tué 32. Quand on a tué les Dantonistes, on en a tué, en avril 1994, on en a tué une dizaine. Ceux qui contribuent à la mort de Robespierre sont les amis des Girondins qui sont toujours présents, qui sont revenus. Ben oui, et les Dantonistes, Thuriot notamment, Abib Danton, qui joue, ou Prunion, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui joue un rôle important en 1995, qui se venge. Bon, quand on se débarrasse de Robespierre, on dit c'est lui et lui seul, et on supprime tous les gens qui pouvaient le défendre. Il faudra attendre 1840 pour que la mémoire de Robespierre redevienne quelque chose de vivant. Il n'y avait personne pour le défendre, Robespierre. Alors que les Dantonistes, les Girondins étaient rentrés dans l'administration napoléonienne, étaient devenus préfets, étaient devenus auteurs, d'historiens, etc. Les Robespierristes, quick, si je peux dire ça comme ça. Donc, là, le problème de Gaucher, c'est que là, il joue sur un mécanisme qu'il ne contrôle pas. Pour dire la vérité, je lui ai dit. Hein, donc, je ne lui donne pas un coup de poing dans le dos. Vous avez un confrère qui a écrit un livre, Un portrait croisé Danton Robespierre. Oui, non, c'était un livre Biard-Levers, et c'est un livre... Maurice Chavanet. Ah oui, pardon. Oui. Intéressant. Ça m'ennuie de vous dire que je pense que c'est trop rapide et c'est pas très documenté. Et on va s'arrêter là. Chers amis, on va encore s'arrêter. On va remercier